toutes et à tous, bienvenue dans ce café littéraire. Nous sommes en direct du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Un café littéraire absolument passionnant aujourd'hui puisque nous allons nous intéresser au corps social. Dans une société du paraître, comment se présenter aux autres lorsqu'on vit dans la précarité ou en marge? Une thématique qui traverse les œuvres de nos 4 invités aujourd'hui. Julien Dufresne, dans 3 fois rien chez Actes Sud Jeunesse, vous racontez le combat d'une famille monoparentale contre la pauvreté. Votre héros, Sacha, 15 ans, est un personnage qui nous hante longtemps et qui nous donne de l'espoir. Bonjour, on est ravis de vous avoir à la table. Merci, bonjour merci. Julien. Marie Pavlenko, Rita, c'est l'héroïne et le nom de votre dernier roman, l'histoire d'une jeune fille qui disparaît peu à peu malgré un entourage bienveillant, original dans le traitement, profond dans les thèmes abordés. Nous avons adoré ce polar social, vous allez nous en parler. Soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Sylvain Bordezoul, vous avez mis en image, en BD, le roman Très Noir de Simon Johannin, L'été des charognes. C'est une vraie découverte, c'est même un choc. Soyez le bienvenu, on est ravis de vous avoir avec nous. Lise Martin, vous nous proposez avec Ma vie avec John Wayne, un monologue poignant mais plein d'humour sur un fait de société très peu traité. On ne va pas en dire plus. Hein. C'est ce qui s'appelle teaser une émission. Vous nous direz peut-être ce qu'il en est. Peut-être, oui. Peut-être, on verra. On réfléchit, on a le temps de se poser et on a absolument. le temps de faire le point d'ici tout à l'heure. En tout cas, soyez la bienvenue. On est ravis parce Merci. qu'on a adoré Ma vie avec John Wayne. Merci. Vraiment. Et puis le café littéraire, vous le savez, ne serait pas ce qu'il est si je n'étais pas accompagné d'une lectrice, d'une journaliste qui a lu, analysé, disséqué, interrogé, questionné nos auteurs. Et aujourd'hui, c'est Noémie qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Noémie, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Bon, quel âge as-tu? D'où viens-tu? Alors, j'ai 17 ans et Ouais. je suis en terminale dans le lycée Galilée à Comble-la-Ville. Et c'est grâce au club lecture que je suis ici. Ouais. C'est quoi un club lecture pour ceux qui... Parce que je suis sûr que nos auteurs, ils n'ont jamais fait partie d'un club lecture. Alors, on se réunit le temps d'un midi et on échange sur les livres qui nous plaisent, qu'on a lus, on écoute les autres et voilà, c'est un petit bon moment qu'on passe ensemble. D'accord. Donc tu es une bonne lectrice, on peut dire ça? Oui. Parce que Je ce ne n'est suis pas la seule, mais oui. n'est pas obligatoire. Alors, on n'est pas obligé de lire. On peut venir ici si on aime les livres, mais on n'est pas obligé de venir si on ne lit pas beaucoup. Mais c'est vrai que je lis beaucoup. D'accord. Bah, écoute, moi je suis ravi. En tout cas, je sais que tu as beaucoup travaillé. On s'est eu beaucoup au téléphone parce que voilà, ils n'arrivent pas comme ça. Ils ont lu vos livres, ils ont réfléchi avec leurs copains de classe. Et c'est un vrai boulot. Oui, c'est ça. Vraiment, je tiens à le signaler. Et merci aussi au corps enseignant qui vous accompagne. Vraiment, chapeau. C'est un plaisir. On y va? T'es prête? C'est parti. Allez, c'est parti. On va attaquer avec Julien. T'es d'accord? Ok. Hein, Julien, alors il paraît que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. En tout cas, vous, il vous a mené au métier d'écrivain. Vous êtes romancier depuis quoi? Une dizaine d'années, c'est ça? Depuis 12-13 ans, oui. 12-13 ans. Vos livres parlent de drag queen, de Pina Bausch ou de filles de proxénètes. Hein, entre autres, Oui, genre, absolument, oui, c'est vrai. Ok. Ouais, ouais. Alors, vous êtes là pour 3 fois rien. L'histoire, c'est celle de Sacha. Il a 15 ans. Il vit seul avec sa maman, Nelly. De coupure d'électricité en expulsion jusqu'à l'arrivée dans un foyer d'urgence. On va suivre ce jeune garçon qui va apprendre à vivre pauvrement, c'est moins qu'on puisse dire, à cacher sa misère et à devenir en fait le soutien de famille. C'est un roman social sans pathos. C'est beau, c'est fort et c'est plein d'espoir. Vraiment. Noémie, qu'en as-tu pensé? Alors déjà, j'ai beaucoup aimé votre livre. Je le lisais avant de dormir et ça me mettait dans une émotion étrange. J'avais jamais ressenti ça. J'ai beaucoup aimé aussi la narration. Je vais d'ailleurs commencer quand même par ma première question qui est quel était le but de ce livre et à quel public l'avez-vous adressé? Quel était le but de ce livre? Alors, je pense, personnellement, moi quand j'écris un livre, j'ai pas je compte pas mettre une sorte de petite moraline ou de petits messages. Pour moi, le but de n'importe quel texte, n'importe quelle littérature, c'est que chacun se forme son propre
sa propre thématique, sa propre projection. En revanche, le point de départ, je crois, de ce texte-là, ça a été... j'ai écrit beaucoup, moi, sur le genre, sur l'identité, sur des thématiques qui importent notamment à votre jeune génération, sur l'écologie aussi. Et là, j'avais envie d'écrire sur quelque chose qui était finalement pas très... qui n'était pas un sujet de société actuel très fort, mais qui, moi, m'a beaucoup marqué, surtout après la fin du Covid et le confinement avec la pauvreté, l'appauvrissement des étudiants. J'avais envie d'écrire un livre sur justement ce déterminisme-là, sur cette misère sociale, et de voir, en me mettant à la place, dans la tête, dans le corps d'un adolescent, de voir comment ça pouvait être vécu comme une honte et comme un enfermement, et comment cette honte, comment finalement on pouvait s'émanciper de ça, et comment on pouvait déconstruire et accepter finalement l'image sociale qu'on a, chacun. Et est-ce que d'après vous, après le Covid, on a plus pris en compte le cas de la précarité ? En tout cas, j'ai l'impression que ça a été un sujet médiatique à un temps donné. Je ne sais pas si, en revanche, il y a eu des choses qui ont été faites concrètement et qui ont été mises en place par les institutions publiques. Mais je trouve, en tout cas, c'est ce qui nous réunit aussi avec notamment Lise. En tout cas, d'en parler, de s'emparer de ce sujet-là. C'est aussi une manière de faire bouger aussi les lignes et de montrer que c'est un terrain d'enquête romanesque et d'écriture qui importe comme beaucoup, et que c'est un sujet fort, surtout quand on est adolescent, quand on est quand même traversé d'injonctions et de paraître. J'ai l'impression que c'était déjà le cas pour moi quand j'étais adolescent, mais je pense que ça l'est encore plus aujourd'hui avec cette virtualité permanente et ce regard que le monde a toujours sur soi, sur l'individu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est de plus en plus criant et de plus en plus normatif. Est-ce que toi, oui, Je voudrais juste une petite seconde peut-être pour répondre à Noémie. Moi, j'ai entendu une émission de radio sur France Culture, pour ne pas la nommer, il y a très peu de temps, avec un sociologue qui expliquait que ces dernières années, et ça date de 2017, mais ça s'est aussi accéléré après 2020, les expulsions pour loyer impayé ont énormément augmenté. Donc, en fait, ça continue et ça devient de plus en plus féroce. Alors oui, parce que l'expulsion, c'est le destin de Nelly, une maman qui élève seule son enfant, Sacha, 15 ans. Un gamin comme les autres, mais il a quelque chose en plus, ce gamin. Il sort en fait du monde de l'adolescence, puisqu'il devient une sorte de béquille pour sa mère, et qu'il est au fait finalement de toutes ces affaires administratives, financières. Et quand il prend la mesure finalement de la détresse sociale et financière de sa mère, je crois que son identité se déplace, ou que sa maturité se fait tout de suite, enfin qu'il devient un peu étranger par rapport au monde des adolescents qu'il fréquente dans son établissement scolaire. Donc oui, c'est je crois une manière de grandir plus vite et de façon plus réaliste. C'est un lien magnifique avec sa maman, même s'il est compliqué. Il quitte le monde du paraître des copains pour celui de l'être. J'avais envie effectivement d'écrire un duo très fort, un binôme très dynamique, mais qui n'est pas toujours, qui en tout cas est ressenti souvent par la mère comme presque un désaveu parental, c'est-à-dire qu'elle a l'impression que c'est pas le rôle de son fils que de s'inquiéter de ces affaires-là. Mais évidemment, quand elle est prise dans le tourbillon de l'endettement, de l'exclusion, de la trêve hivernale qui se termine, et donc de cette obligation à devoir quitter les lieux en pleine nuit, elle n'a pas le choix finalement que de l'associer à ses affaires. Rémi ? Et plus sur l'aspect du livre, la narration m'a beaucoup perturbée. J'ai jamais lu un livre qui était à la deuxième personne, et c'est pourquoi j'aimerais vous demander pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre sous cette forme ? J'ai l'impression que je l'avais déjà fait pour un texte précédent, écrire au tu, à la deuxième personne, ça convoque une forme peut-être d'urgence, de quelque chose de plus direct, de plus frontal. Le texte, c'est quand même aussi cette problématique-là de comment s'accepter tel qu'on est, dans ses origines, dans sa classe sociale. Et je crois que ce tu, c'est une manière pour le jeune héros, de se regarder en face, parce que finalement, dans les 3/4 du texte, il se ment à lui-même. Il fait de la bande dessinée, et dans ses bandes dessinées, il aime bien enjoliver sa vie, sa réalité, sa mère. Il réinvente un peu tout ça. Et je crois que ce tu, c'est une manière pour lui de cesser un peu le mythe et le mensonge, et de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Et
Alors, ma troisième question pour vous, c'est est-ce que l'histoire est-elle fictive ou autobiographique? Ah, est-ce que vous êtes Ça, passé c'est par la là fameuse question. Bah oui. Alors c'est Un totalement... peu de vous dedans? Non, je crois pas qu'il y ait de moi. Je crois qu'il y a toujours un peu de ce qu'on peut traverser, de ce qu'on peut vivre. Mais dans celui-ci, peut-être, je crois qu'il y a 2-3 traits qui concernent ma mère, ma propre mère. Mais j'ai absolument pas vécu l'histoire de Sacha. Enfin, il n'y a rien finalement qui a un écho dans ma propre vie. Après, c'est vraiment des petits détails finalement très anecdotiques, mais c'est une pure fiction. Alors, une pure fiction, mais là, on sent quand même le journaliste que vous avez été, parce que on sent bien et on voit bien la descente qui est ponctuée par des événements très précis. On perd un CDI, donc du coup, on bascule dans l'intérim. On bascule dans l'intérim, donc on a moins d'argent. On a moins d'argent, on ne peut pas payer le loyer. On ne peut pas payer le loyer, donc on risque d'être expulsé, etc. Ces mini dégringolades, ça, c'est tout à fait réel dans la vie de tous les jours. Je crois qu'avant d'écrire, je crois que c'est Zola qui le disait dans le roman expérimental, avant d'écrire, il faut expérimenter, il faut observer, il faut un peu enquêter. Et quand on s'empare de sujets comme ça qui ont une résonance forte dans l'espace social, je crois qu'on a quand même une responsabilité en tant qu'auteur pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas tomber dans la mièvrerie ou dans le doucereux. C'était un roman que je ne voulais pas, comme vous l'avez dit, pas pathétique, pas plombant, pas misérabiliste, et pour autant, je ne pouvais pas faire quelque chose à la va comme je te pousse et faire un texte finalement hors sol et hors réalité. Pour autant, c'était important quand même pour moi de me documenter sur effectivement le parcours professionnel d'une personne qui perd un travail et qu'est-ce qu'il en est ensuite de son intégration, de son parcours professionnel, et qu'est-ce qu'il en est aussi des établissements sociaux qui peuvent accueillir les personnes en précarité. Mais c'est pas un texte qui m'a demandé beaucoup de documentation pour autant, parce que comme il est incarné par le garçon, ce jeune garçon de 15 ans, on n'est quand même pas en plein cœur finalement de toute cette histoire de précarité. On le voit finalement à travers Oui, mais c'est de la précarité. C'est de la précarité. On est Oui, en plein cœur. mais il est au en fait. second plan de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a finalement jamais les ressentis de la mère, de celle qui finalement est au premier plan de cette détresse et de ce besoin de soutien. Oui, c'est un roman qui parle de Sacha, de Sacha qui a 15 ans et qui devient soutien. Son regard à lui finalement sur ces choses-là. Ouais, il y a quand même un petit mot aussi sur la solidarité, parce qu'il y en a de la solidarité. Il y a les amis de Nelly qui l'hébergent quelques jours, même si on dort sur le canapé. C'est tous ces détails-là, ces choses de la vie de tous les jours qui font que on y croit, on le suit, et le bouquin est d'autant plus attachant. Je crois que c'est la solidarité, ça reste aujourd'hui ce qui nous humanise, effectivement, de donner juste un coup de main à ceux qui en ont besoin. Je crois qu'on le voit à travers l'exemple de Sacha qui fait pas cas de ces SDF dans la rue quand il se promène, et qui, quand il est de plus en plus embarqué par la précarité, réalise qu'au pied de ce monoprix, il y a une femme, et finalement, qu'est-ce qu'il en est de sa vie, et donc il réinvente un peu tout ça. Donc il prend la mesure, je pense, que chacun dans l'espace social a un passé, a une histoire, et qu'on a chacun la même valeur que la personne qui nous regarde. Il devient quoi, Sacha, aujourd'hui, d'après vous? C'est toujours très compliqué à répondre, la trajectoire future du personnage. C'était un texte... La gageure, c'était quand même d'écrire sans pathos sur un texte qui, quand même, qui parle de misère, donc et qui doit quand même plaire aux adolescents, donc il ne faut quand même pas que dans le sombre. Donc j'avais envie de faire quand même une belle fin, une fin avec quand même de l'espoir, avec de l'élan, avec de la lumière. Donc je pense qu'il est dans cette lumière-là. Oui, parce qu'il se bat, il se donne les moyens de s'en sortir malgré. Je crois qu'il se donne les moyens, obstacles. oui. C'est-à-dire que très vite, plutôt que les autres adolescents, il comprend que c'est pour ça qu'il choisit une voie professionnelle, parce qu'il veut très vite travailler, se former, apprendre une profession, gagner de l'argent, finalement assurer sa subsistance. Et c'est cette maturité-là qui fait qu'il s'en sortira peut-être plus tôt que les autres. Vous restez avec nous, Julien, vous intervenez quand vous voulez. Si tu veux bien, nous allons passer à Marie Pavlenko. Ça te va? me va. Ça te va très bien, super. Marie Pavlenko, vous avez été comme Julien, vous êtes passé par la case journaliste aussi, décidément. Oui.
C'est pas mal, hein, Ils sont partout. Non, mais c'est pas mal en fait pour tâter de l'écriture, quoi, en fait, pour tâter du réel, hein, que vous pouvez peut-être mettre ensuite dans les fictions, ciné, télé, cinéma, dans lesquelles vous avez travaillé. Vous consacrez depuis maintenant 2011 au roman. Vous avez reçu le prix Babelio Jeune Adulte 2019 pour Un si petit oiseau. Mais vous êtes là pour Rita, hein. Alors, l'histoire de Rita, ils sont professeurs, ils sont amis ou amoureux, et chacun à leur tour, le temps d'un interrogatoire, ils vont tous retracer l'histoire de cette belle rousse, Rita, qui est intelligente, qui est brillante, mais qui est entre la vie et la mort. Que lui est-il arrivé? Pourquoi son entourage n'a rien vu venir? Un livre qui se lit vraiment comme un polar social, avec comme héros, je ne sais pas ce que tu en penses, Noémie, le meilleur copain du monde, Vigo. Je l'adore, ce gars-là. Oui, Donc, c'est qu'est-ce le que tu en meilleur. penses? Oui, oui. J'aime beaucoup son personnage et avec sa poésie, la manière dont il parle. J'ai beaucoup aimé son personnage et je ne suis pas la seule à le dire d'ailleurs. Merci. On est toutes un peu amoureuses de Vigo, non? Enfin, je sais pas. C'est Mais... qui Vigo par rapport à Rita? Alors, Vigo, c'est à la fois son amour et une sorte d'alter ego, dans la mesure où Rita et Vigo fréquentent un lycée qui est très huppé. Et ils ont donc des camarades qui ont beaucoup d'argent et qui ont dès lors une vie qui paraît assez facile. Vigo, lui, vit seul avec son père qui tâte de la boisson, on va dire, très... Famille monoparentale aussi. Famille monoparentale. Et Rita vit avec sa maman et ses 2 sœurs. Et un peu comme Sacha, j'ai l'impression, occupe une place qui ne devrait pas être la sienne, d'aidante, en fait, au sein de la cellule familiale. S'occupe de ses petites sœurs. Exactement. Voilà. Et Vigo et Rita vont se rencontrer, mais peut-être aussi se reconnaître dans un milieu qui n'est pas le leur. Voilà, comme 2 petites étoiles qui sont dans un ciel, je sais pas, vert, on va dire. Alors, ce qui est intéressant, moi, dans Rita, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est pas manichéen du tout. Non, vous me dites, oui, mais bon, il peut y avoir des romans extrêmement manichéens. Non, c'est pas manichéen parce que ces 2 jeunes qui sont défavorisés socialement, c'est le moins qu'on puisse dire, sont dans un lycée plutôt favorisé, mais il y a quand même de la solidarité. Il y a les familles qui ont de l'argent, qui invitent Vigo à venir passer le week-end. Il y a toujours l'assiette pour lui, il y a toujours l'accueil, il y a toujours ce quelque chose. Ça existe, cette solidarité aussi interclasse, j'allais dire. Alors, je pense qu'elle existe, enfin je suis sûre qu'elle existe, mais par ailleurs c'est très important pour moi de briser l'élan, je pense, qui est le nôtre aujourd'hui socialement, d'individualisme et d'individualité outrancière, où on prône le chacun pour soi. La performance, chacun pour soi, c'est vraiment ce qu'on demande, surtout à la jeunesse, hein, avec Parcoursup, on est presque comme des petits citrons là, de plus en plus jeunes. De plus en plus. Et donc, il y a une forme de résistance, je pense, dans Rita, une forme d'antidote à ça, qui est que, effectivement, comme le disait très justement Julien tout à l'heure, la solidarité, elle existe, elle a toujours existé. Le monde moderne, c'est une multiplicité de petites entreprises, d'applications qui brise le lien social. Or, le lien social est ce qui nous rend profondément humains et qui permet à la société humaine, en réalité, de fonctionner. Et en fait, je crois que c'est ça aussi que j'avais envie de donner à voir dans Rita. Noémie, je sais que tu as plein de questions. Alors, profites-en. J'en ai beaucoup. Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé la temporalité de ce roman parce que ça montre justement que la voix des autres est puissante. Et d'après vous, est-ce que les élèves et les étudiants qui souffrent de la précarité sont de plus en plus isolés aujourd'hui ? Alors, de toute façon, en général, la pauvreté, les vieux, les pauvres, les vieux, les migrants, tout ce qui ne génère pas, en fait, de l'argent, tout ce qui ne vient pas alimenter le capitalisme, pardon, mais c'est vraiment cette idée-là, on le pousse hors de la ville, de la cité. J'entends par là vraiment la vie bouillonnante où on prend les décisions et où il y a du mouvement, où on est au cœur de la vie, en fait, dans nos sociétés occidentales. Et donc, les étudiants, évidemment, sont au même titre que les SDF dont on parlait, mais que les vieux qu'on parque dans des EHPAD, poussés en dehors, dans des chambres insalubres. Ils vont se nourrir
nourrir la soupe populaire et ils sont mis de côté. Et surtout, faut pas les montrer. Surtout, c'est des sujets qu'il ne faut pas montrer. On a tous en tête, je crois, les mairies dans lesquelles on jette les SDF hors du centre-ville. Je pense que la société française, elle est un peu comme ça en général en ce moment. Donc, on parle des étudiants, mais les lycéens. Et puis, il y a le sentiment aussi de honte dont Julien parlait tout à l'heure. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, en France, on est, je crois, la 7e puissance mondiale en termes de richesse. Il y a des enfants qui vont à l'école en ayant faim. Donc ça, c'est quand même une dinguerie quand on y pense. Et dans votre roman aussi, vous mentionnez l'escalade. Est-ce que pour vous, il y a un autre sens à l'escalade, justement ? Alors, je crois que l'escalade, c'est un sport. Alors, il y a beaucoup de sports comme ça. Des sports qui nécessitent d'être tellement absorbés dans ce qu'on fait que, évidemment, on va s'ancrer totalement dans l'instant présent et qu'on se dépouille de tout ce qu'on peut avoir de problèmes. On laisse ses petits soucis au pied de la voie, en gros, en quelque sorte. Il y a plein de sports comme ça. Mais l'escalade, elle présente autre chose qui peut-être d'ailleurs résonne avec la solidarité. C'est que quand on grimpe en voie, on est deux et que sa vie dépend de celui qui est au sol. Et ça crée un lien qui est très particulier. Et puis, on s'élève physiquement. C'est-à-dire que quand on fait du foot, quand on fait de la natation, quand on fait de l'équitation, je ne sais pas, je ne vais pas en citer 20 000, mais on est on est sur Terre, en fait, d'accord ? On est dans l'horizontalité. Quand on grimpe, on est dans la verticalité. Et c'est aussi une façon, parce que c'est Vigo qui grimpe dans le livre, mais qui vient faire grimper tous ses camarades. Il embarque tout le monde. Exactement, dans sa folie, dans sa folie douce. C'est une façon de quitter le sol, de s'élever, d'avoir un autre point de vue, de quitter la fange, en fait. Symboliquement, je pense que c'est un sport qui n'est pas du tout anodin. Et puis, il y a une notion aussi de dépassement de soi. Moi, j'ai un fils qui pratique beaucoup l'escalade. Et il y a une partie mentale, en fait, qui est très, 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 très importante. Et c'est une façon aussi de montrer qu'on est fort. Et Vigo, il a cette puissance, en fait, quoi. Il a cette force de résistance aussi. Très bien. Et aussi, selon vous, est-ce que l'inégalité sociale s'accompagne d'une inégalité judiciaire ? Alors, là, il faut qu'on expliquer un petit peu pourquoi on parle de ça dans le livre, si vous voulez bien. Alors, j'aime pas trop. C'est vous la maîtresse de ouais, parce que ça dévoile quand même quelque chose. En tout cas, il y a la question de la justice va se poser. La question de la justice, la question des moyens de la justice, mais la question de la justice pour en col blanc, enfin les cols blancs. Voilà. Je veux dire, on vient quand même d'assister à un procès tout récemment d'un ministre qui raconte quand même quelque chose. Et il y en a d'autres. Monsieur Sarkozy, j'ai vu ce matin, est menacé d'1 an de prison avec sursis. Voilà. Il se trouve qu'un petit dealer de banlieue qui va avoir du shit sur lui, il peut prendre de la prison ferme. Et on a vu au moment des émeutes avec la mort de Naël, à quel point des centaines de jeunes ont été ramassés comme des coquillages sur la plage et ont été mis face à une justice qui était extrêmement expéditive et très rapide. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une très, très, très grosse injustice dans la justice, oui, c'est sûr. Je vais me tourner vers Alissandre. Qui est là et qui va nous poser une question. Est-ce que tu as un micro ? Voilà. Ben oui, Kylian, il faut partager, voyons. C'est une émission aussi sur la solidarité. Alissandre, nous t'écoutons. Bonjour à tous. J'aimerais vous poser une question à vous tous. J'aimerais savoir si, en tant qu'individu ou en tant qu'écrivain, des normes vous ont-elles déjà empêché de faire certaines choses dans votre vie ? Voilà, des normes qui vous auraient vous empêché de vous réaliser en tant qu'écrivain. Qu'est-ce que vous entendez par normes ? Ah ben ça, les normes, c'est toute la question. Oui, non mais, oui. Il y a des interdits, il y a des règles, il y a des lois, mais... Moi, j'ai rien qui m'a empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Ouais. Enfin, il y a des interdits que j'ai transgressés et je me suis pas fait choper, donc c'est bien. Pardon.
C'est le principe de l'interdit, il ne faut pas se faire choper. Voilà, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Moi, je crois qu'il y a le truc de classe sociale qui m'a bloqué Sylvain à un moment, en fait. Ouais. Enfin, moi, c'est drôle parce que du coup, je suis d'une famille monoparentale avec mon père. Et j'ai été dans un lycée UP alors que je venais pas d'un milieu UP. Et en fait, j'ai pu profiter de toute la joie d'avoir un lycée qui est cool, de faire ce que j'aime et tout ça. J'étais dans l'art, du coup. Et au moment, en fait, de pouvoir continuer les études, j'ai pas pu parce que j'avais pas les moyens. Et là, en fait, je me suis repris la réalité en face, c'est-à-dire que mes amis étaient UP, venaient d'une bonne famille, avaient les moyens de continuer, alors qu'ils n'avaient pas forcément des bonnes notes ou quoi. Et moi, du coup, j'avais ce truc-là d'en fait pas pouvoir continuer. Et j'ai dû faire 7 ans à travailler dans la vente pour pouvoir sortir ce livre maintenant, quoi. Donc, ouais, en tant que norme, ce truc de classe sociale, des fois, même si tu l'oublies, que des fois tu as l'impression d'être intégré, en fait, tu as toujours un truc qui te rappelle qu'en fait, tu viens pas de là, quoi. Enfin, voilà, pour moi, ce truc de norme m'a empêché à un moment. Julien ? Parce qu'une thérapie, qu'est-ce qui nous empêche ? Je pense que tous les jours, on est empêché par plein de choses. Même dans les choix de sujets qu'on fait pour écrire. Moi, mon précédent roman pour adultes parle d'enfants handicapés atteints d'une maladie rare. Et clairement, mon éditeur m'a dit « Mais n'écris pas ça, ça ne se vendra pas. Personne n'a envie de lire quelque chose sur le handicap. » Donc j'ai changé d'éditeur pour écrire ce livre. Parce qu'effectivement, il y a des sujets qui sont plus vendeurs que d'autres. Donc là, bon, je digresse un peu, mais je crois que écrire, ça nous permet de voir, de faire une sorte de hiérarchie de ce qui est important pour soi. Qu'est-ce qui nous obsède dans l'écriture et dans notre rapport à l'autre. Moi, c'est généralement la différence, et l'autre, c'est l'altérité. Et dans ces cas-là, ça me fait prendre conscience, malheureusement, que c'est très joli la littérature, c'est artistique, c'est joli, c'est poétique, mais ça reste une sacrée usine industrielle avec évidemment ses codes, ses injonctions et sa rentabilité. Et ça, malheureusement, en tant qu'auteur, on ne devrait pas avoir cette donnée en compte quand on écrit, quand on choisit un sujet et quand on s'investit dans un sujet pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Et pour autant, parfois, on n'a pas le choix que de subir ça, cette injonction-là. Il est sorti le livre, finalement. Il est sorti. Il est sorti et ça s'est plutôt bien passé. J'ai même une campagne d'affichage dans Paris, donc je me suis dit, pour des enfants handicapés, j'étais content de les voir sur la place de l'Opéra, sur les Champs-Élysées, etc. Oui, ça s'est bien passé. D'accord, on fait un coucou à votre ancien éditeur, alors, en passant. Sylvain, justement, vous aviez la parole, gardez-la. Hein, Sylvain Bordezoul, L'été des Charognes. Vous nous le racontez, vous êtes illustrateur, auteur de bande dessinée, jeune auteur de bande dessinée. Ouais, plus très jeune, j'ai 30 ans maintenant, ça y est. Donc, oui, mais... cette année, voilà. Oh là là. Si, encore jeune. Ça, c'est l'arrogance de la jeunesse. Hein. Alors, vous nous invitez dans l'été des Charognes à suivre la vie d'une famille du quart-monde, des agriculteurs qui vivent ou qui survivent dans une espèce de no man's land, quelque part dans le sud-ouest. C'est pas tout à fait nommé, même si on voit à peu près où ça peut se trouver. Une famille qui survit entre élevage d'agneaux, petites combines, paysages dévastés. On suit particulièrement un jeune homme, le temps d'un été, entre charogne, fourrière, violence familiale et la rentrée scolaire. C'est un livre choc, hein. C'est violent comme l'exclusion, mais d'une grande maîtrise. C'est un vrai choc. Alors, peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Pour les lycéens, ça va ? Lycéens, je pense que ça peut commencer pas plus tôt, je pense. Mais lycéens, en fait, c'est des questionnements qu'on peut avoir, et c'est aussi l'âge des personnages. Donc, en fait, il y en a qui vivent ça. Donc ça dépend. Au lycéen, ça peut aller, mais pas à tout le monde, effectivement. Ouais. Il y a un jeune homme qui a beaucoup aimé votre livre, il est là. Il s'appelle Kylian, qui a beaucoup aimé la BD. Et donc, j'avais envie de qu'il vous pose des questions directement. Kylian, est-ce que tu peux déjà nous expliquer, toi, qu'est-ce que ça t'a procuré de lire ce livre qui n'est pas facile, cette BD qui n'est pas facile? Les thèmes sont difficiles. Alors j'ai effectivement une connivence avec votre livre, une connexion émotionnelle avec le personnage, et j'ai particulièrement apprécié votre style graphique, je tiens à vous le dire. Et j'ai beaucoup aimé l'environnement dans lequel le personnage évolue, un environnement multiforme, un environnement dans lequel il y a une perte de repères à la fois sensorielle, mais aussi une perte de repères par rapport à la parentalité,
le fait que les parents ne soient pas présents pour le personnage, et le fait qu'ils ne sachent pas comment évoluer, la compréhension de son monde aussi qui est faussée par des perspectives qui sont abstraites parfois, et une violence crue qui contraste avec un certain. Il y a une poésie un peu du texte. C'est ça, ouais. Voilà. Et j'avais plusieurs questions à vous poser, mais notamment sur l'adaptation du roman originel. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous avez choisi de mettre dans votre BD et qu'est-ce que vous avez choisi d'adapter. Et une question aussi sur un élément qui revient beaucoup. On va y aller une par une. On va y aller une par une tranquillement. Ouais. Ça va bien se passer. Donc moi en fait le texte de Simon il m'avait beaucoup touché à la base et Simon c'est un poète donc du coup il y a toujours beaucoup de poésie et ce que j'aime en fait c'est qu'il parle vraiment de choses dures et crues et réelles mais toujours avec de la poésie et c'est ça qui me plaisait en fait qu'il y ait quand même du beau dans tout ça et je pense quand je l'ai adapté en fait j'ai gardé beaucoup de son texte, j'ai gardé beaucoup de sa poésie. Donc, ce que j'ai adapté principalement, c'est les dialogues, parce qu'il n'y avait pas de dialogue du tout dans la BD, ou vraiment très très peu, enfin dans le roman. Donc j'ai fait un travail d'écriture sur les dialogues, mais sinon j'ai vraiment essayé de garder au maximum sa poésie. Et après, c'était surtout enlever le descriptif pour pas être redondant avec l'image du coup. Donc c'était vraiment ça. Mais pour moi, du moment qu'on avait l'ambiance, le ressenti, après je pouvais juste capter sa poésie à lui et la dissoudre comme ça. Je parlais, je te redonne la parole, Kylian. Je parlais au début de Quart-Monde. On est dans le Quart-Monde, là? Oui, je pense. On est dans un certain tiers-monde, en tout cas. Mais c'est pas un truc qui est complètement abstrait, quoi. C'est des gens qui existent et c'est un Oui, milieu qui complètement. existe. Voilà, et c'est ça qui est intéressant de montrer aussi, en fait. Voilà, moi, je viens pas forcément de la campagne, mais c'est le rapport enfance-adulte, comme tu disais tout à l'heure, qui m'a parlé, en fait. Et en lisant le livre, je me suis dit, putain, en fait, je reconnais mon enfance à moi, et ça m'a fait une sorte de bien, en fait. Et je me suis dit, bah, en fait, du coup, il y a quelque chose à dire, et j'avais pas l'impression d'avoir lu autre chose qui parlait de cette violence-là, qui est même pas forcément de la violence, parce que des fois, c'est juste les mots qu'ils ont pas, et donc ils vont être super violents, mais si on regarde bien, il y a quand même un peu d'amour quelque part, et je trouvais ça intéressant, du coup, il me dit, bah, si ça m'a fait ça à moi, je suis chaud de le refaire et puis de voir si ça parle à quelqu'un aussi, quoi. La violence, c'est quoi? C'est aussi le peu de mots. On voit le père ou même la mère qui est là, qui est pas là, qui revient de temps en temps, où il n'y a jamais de mots gentils. C'est une baffe en passant, mais c'est les petits gestes d'amour, mais il n'y a pas d'expression de l'amour. Non, C'est des voilà. handicapés du langage et de l'amour. Ouais, c'est ça. C'est ça qui vous a c'est touché? ça qui m'a touché. Et puis après, c'est même le questionnement du personnage, en fait. C'est que quand on nous donne pas de considération, quelle place on se donne, nous, après, dans le monde? Il y a tout ce truc-là. Et puis de savoir aussi qu'en fait, quand on vient d'un milieu qui est défavorisé, en fait, ça nous suit tout le temps. Et il n'y a pas de... voilà, c'est quelque chose qui vit avec nous. Et on doit grandir comme ça et trouver sa place malgré ça, en fait. Yann? J'aurais aussi une question sur la fin de votre bande dessinée qui a laissé pantois plusieurs de mes camarades qui n'ont pas réussi à comprendre qu'est-ce que vous vouliez transmettre avec cette fin. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions? Alors, je me suis arrêté un peu plus tôt que le roman de Simon, parce qu'il avait une fin que je comprenais un peu moins aussi. En fait, le héros, du coup, ça spoil un peu la fin, mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué, mais on va dire que c'est une sorte, c'est une ouverture un peu d'espoir, on va dire. On sait qu'au bout d'un moment, il va bouger de là où il est et essayer de partir ailleurs et essayer d'aller voir ailleurs si sa place est quelque part aussi, quoi. C'est voilà, une sorte d'ouverture vers autre chose. En fait, il faut partir au bout d'un moment, se décentrer. Oui, je voulais rajouter des choses, mais c'est un récit social qui est extraordinairement formidable. J'ai pensé, moi, à Délivrance de John Borman au début, à l'ambiance des rednecks. Et en fait, c'est pas le quart-monde, parce que ce récit social, ils existent. Oui, le Quart-Monde aussi existe. Ouais, je sais. Oui, non, mais ce que je veux dire, chez nous, en tout cas, de là où ça se passe en province, enfin, et que cette violence, et dans cette violence, il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'il lui dit ta gueule, mais il lui dit, c'est pas ce qu'il veut dire, il veut dire je t'aime, quoi. Oui. Et le dessin, la violence du dessin aussi, enfin, la rapidité du dessin amène aussi cette chose en plus, cette force. Et c'est rarement exploité, c'est ça que je veux dire en littérature, ce type-là de milieu social, en tout cas, à la campagne, voilà, avec on tue les cochons, tout ça, c'est formidable. Ouais. Je voulais dire ça. Ça marque, hein. C'est un livre. Je me suis dit, mais quel est cet ovni, quoi? Ouais.
Non, non, parce que c'est pas péjoratif, parce que ça raconte des gens que je connais à la campagne, moi, Ouais. des gens qui sont comme ça, et tu te dis, mais que le père parle très mal au fils, mais il s'aime, le fils n'a pas du tout envie de quitter ses parents. Ouais. C'est ça, tu vois, donc c'est très bien rendu dans ce Merci récit beaucoup. social. Là, on sent quand même que pour qu'ils s'en sortent, il faut qu'ils partent. Ouais, il y a un besoin de partir. Ouais, ouais. Et Et, c'est la solution pour s'élever. On ne peut pas s'en sortir si on reste. C'est ce que. moi, j'ai dû partir personnellement, et Ouais. Simon aussi. Et quand on discutait après avec Simon, que moi je voulais m'arrêter un peu plus tôt de sa fin et tout ça, le seul truc qu'il m'a dit, c'est faut qu'il parte quand même. Et ça, c'était clair pour moi. Et voilà, moi, je suis du Sud aussi, et j'ai dû partir pour pouvoir voir ailleurs et me trouver aussi et réussir à faire ce que j'aime. Donc, c'était important que le héros fasse ça aussi pour nous deux, quoi. Parce que du coup, c'est un texte qui nous lie, donc ouais, c'était important. Et c'est vraiment c'est une BD coup de poing, bravo. C'est votre première en fait. La première, ouais. Ouais, c'était un travail d'école au départ, c'est ça l'idée. C'était un travail d'école, et en fait, Ouais. on s'est dit que ça pouvait aller plus loin. Donc, Bon, c'est arrivé près de chez vous aussi, qui était un travail d'école. Bon, on est des fois, il peut y avoir des petites similitudes. En tout cas, sur le travail d'école, bravo. Vraiment. Je vous propose de faire une petite pause. Après, on revient vers vous, Lise, ne vous inquiétez pas. On va faire la lecture, c'est du sport. C'est une chronique en fait qui nous accompagne toute la semaine. C'est une création du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui a été illustrée par Violette Weiss. Et ça prend corps et forme grâce à deux comédiens qui nous expliquent comment allier plaisir de lire et pratique sportive. Aujourd'hui, le kayak. Vous allez voir, c'est particulier. Installez-vous seul ou à deux avec un livre et une rame dans le canoë ou le kayak. Trouvez le bon geste et le bon rythme pour lire à voix haute l'histoire, tout en pagayant et en tournant les pages. Une si belle journée. Aujourd'hui, Monsieur Denis se sent d'humeur joyeuse. Oui, vraiment, il est rayonnant. Je suis gai comme un pinson, dit-il à sa femme, Paulette, en se levant de bon matin. Monsieur Denis se dirige vers la cuisine d'un pas léger, mais quand il arrive devant la table à manger, une petite inquiétude le saisit. « Où est ma banane ?» demande-t-il. Monsieur Denis mange toujours une banane au petit déjeuner. Alors attends. Monsieur Denis se remémore sa journée de la veille. Il a bien pris les bananes sur l'étal, pourtant, ah mince, il se souvient. Il a salué Jackie qui lui a parlé de son nouveau chapeau. De fil en aiguille, son ami lui a proposé d'aller boire un café. Et bien sûr, Monsieur Denis a accepté. Comment refuser ? Dis-moi, Alban, c'est encore loin ? De retour dans le café littéraire avec nos invités. On parle aujourd'hui du corps social, du paraître, de l'être et du paraître, de la marge aussi, des gens qui quittent un petit peu notre bonne société, qui ne tourne pas toujours très très rond. Enfin, ça dépend où on est. En fait, Tourne pas rond la société ou... oui, les deux. Les deux, les gens et la société parfois. Donc c'est difficile de se rencontrer dans ces cas-là. Ça fait des cercles concentriques. Lise Martin, vous êtes avec nous pour Ma vie avec John Owen. Vous écrivez pour le théâtre, vous avez une vingtaine de pièces à votre... que vous avez écrit, des nouvelles, des scénarios et des livres jeunesse. Alors, Ma vie avec John Owen, c'est l'histoire de Marie-Christine, qui nous raconte son histoire. C'est celle d'une femme ruinée qui est obligée de retrouver un emploi. Mais quand je disais que la société tourne pas rond, vraiment, la société tourne pas rond. Non, c'est-à-dire que Marie-Christine, elle s'appelle donc Marie-Christine, elle est née dans les Vosges. Dans les Vosges, son père a une usine de cravates. Ouais. Donc elle est fille d'industriel. Elle déteste les cravates. On la nomme Marie-Christine, mais il se trouve que depuis qu'elle est toute petite, elle a une passion pour les images et elle regarde beaucoup les films, John Wayne entre autres.
les westerns, les cow-boys, elle adore leur code d'honneur. Enfin, donc elle se fait des histoires, comme on se raconte des histoires quand on est petite. Et puis, elle a un problème, Marie-Christine, c'est qu'à un moment donné, vers les 15-16 ans, ils se sont rendus compte, ses parents, qu'elle avait un défaut, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas dire non. Donc quand on a 15-16 ans, ne pas savoir dire non, c'est compliqué. Donc elle a quitté l'école. Et là, elle est allée chez elle, elle a fait l'école à la maison. Et là, elle a regardé encore de nouveau tous les films de John Wayne. Et elle s'est créée une mythologie. Elle s'est inventée un monde, un univers. Et puis elle est restée chez elle. Et là, elle s'est dit, je vais être créatrice d'idées. Je vais trouver des idées nouvelles. C'est un super métier, hein. Pour remplacer, des idées. Des idées nouvelles pour remplacer les cravates qu'elle trouve ignobles. Donc elle grandit et puis un jour elle voit arriver un représentant de commerce dans la cour qui a une sublime voiture rouge avec plein de chevaux dedans. On lui dit qu'il y a plein de chevaux. Et elle lui dit John. Et il lui répond si. En fait c'est Livio, c'est un représentant de cravate. Ils vont se marier, les parents vont mourir et elle va hériter. Et Livio va s'occuper de tout. Mais un jour Livio il va partir. Il part pas les mains vides. Hein. Il part avec la caisse. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, elle se retrouve seule et elle se dit mais comment faire pour gagner de l'argent ? Parce qu'on lui dit parce qu'on lui dit l'usine va fermer et on va devoir licencier tout le monde. Et elle dit ah bon donc mais elle sait pas comment gagner de l'argent. Donc elle se dit et elle a une idée. Elle se dit qu'est-ce qu'il aurait fait John Wayne dans ce cas-là ? Donc elle fait sans cesse référence à son héros. Et John Wayne qu'est-ce qu'il aurait fait ? La ruée vers l'or. C'est pas la conquête de l'Ouest mais c'est la conquête de l'Est. Elle va en Chine. Enfin dit-elle. Voilà. Hein ? Elle dit qu'elle part en Chine. Tout le monde se dit ah bon, elle va en Chine pour trouver des idées nouvelles aussi, pour de trouver autre chose que la cravate. Donc elle dit à tout le monde qu'elle part et en fait elle va dans un refuge dans le bois, dans la forêt. Elle a une cabane et là elle cherche du travail. Voilà. C'est là que ça se complique. Et en fait Elle est cachée. Qui est cette Marie-Christine D'abord, elle s'appelle Jessie parce qu'elle en a marre qu'on l'appelle. Oui, ce qui est plus sympa que surtout quand on est marié avec John Wayne, autant voilà, ça fait plus autant américain. Elle glisse, elle glisse, c'est-à-dire elle glisse vers ces images. Elle aime des icônes. Alors, elle rencontre quand même des gens qui lui disent, mais comme vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit, mais moi rien, j'aime John Wayne. Alors on lui dit, mais c'est pas possible, c'est une icône. Alors elle répond, tout le monde aime des icônes. Regardez Jésus, on ne sait pas s'il a existé, et tout le monde l'adore. Donc pourquoi pas ? Il y a même qui épousent les religions. Et donc elle est vraiment dans un décalage, mais elle n'a pas perdu la tête ni la raison. Non, c'est ça. Ouais. Elle est très premier degré. Elle reprend tout. Par exemple, quand elle raconte donc elle fait les petites annonces. Enfin, elle répond aux petites annonces. Et elle commence. Donc elle ne sait pas du tout ce qu'elle peut faire, parce qu'elle n'a pas de diplôme, rien. Et la première petite annonce, c'est babysitting, garder des mômes. Donc elle va garder des enfants. La dame lui dit, voilà, ils s'appellent Victoire et Arsène, ils ont 7 et 8 ans. Elle dit, bon, et quand ils rentrent, ils goûtent. Et puis ensuite, ils regardent des dessins animés. Et elle se dit, ah bon, d'accord, ok, je vais le faire. Elle sait faire quand même, elle n'est pas handicapée du tout. Et donc elle dit, bon, aux enfants, voilà, on va donc regarder des dessins animés, mais non, on va regarder un film de John Wayne. Oui. Parce que c'est éducatif, bien sûr, pédagogique, ça développe historique. des valeurs. Alors là, on a une valeur historique inestimable. La conquête de l'Ouest, tout ça, c'est très important. Donc elle leur met la fiancée, la prisonnière du désert, quand même un des films les plus cruels de John Wayne. Et donc les enfants appellent la mère et la mère arrive et dit, mais pourquoi elle regarde la fiancée du désert, la prisonnière du désert ? C'est plus important que les devoirs. Comment considère-t-elle ? Marie-Christine considère que c'est plus intéressant. Ah mais elle dit que c'est absolument pour l'éducation nationale, il faut absolument que tout le monde regarde les films de John Wayne, parce que ça développe des vraies valeurs de loyauté, etc. Et la mère la vire évidemment, parce qu'elle dit, qu'est-ce que c'est que cette fille ? Pensant qu'elle n'est pas comme tout le monde, quoi. Toute son histoire, en fait, c'est une glissade, un décalage complet par rapport à la société, une mise en marge. Noémie, c'est interpellant. Il y a quand même 12 000 idées dans ces quelques pages. Là, c'est drôle, c'est truculent, mais ça raconte quelque chose de notre société. Ah ben oui, c'est-à-dire que c'est la difficulté, c'est le travail, de trouver du travail. Donc c'est une femme qui a plus d'argent. Ouais. Il n'y a pas que les middle class, il y a aussi des gens qui ont eu beaucoup d'argent, et qui n'ont plus d'argent. Et qui ne savent pas comment faire et qui ne sont pas adaptés au monde du travail. Et là, la cruauté du monde du travail. Donc elle en arrive quand même à se dire, mais parce qu'elle rencontre Pôle emploi, elle rencontre une dame de Pôle emploi, et quand elle la voit, elle lui dit, mais pourquoi vous êtes si triste ? Et puis elle lui dit, et puis à un moment donné, la dame de Pôle emploi, elle pleure. Alors elle dit, mais pourquoi les gens qui ont eu un travail et qui gagnent de l'argent pleurent-ils ?
Il y a un problème, peut-être que c'est le travail qui les rend malades. Ouais. Noémie, tu as des questions Oui, alors déjà, je voulais savoir à quel moment, du coup, de votre vie et dans quelles conditions avez-vous écrit ce texte qui mêle à la fois l'humour et les problèmes ma de notre vie société. Ouais, vous étiez à la recherche de travail, peut-être? Ah non, Je ne sais c'est pas du tout autobiographique. Non. Mais j'ai fait du babysitting, j'ai aussi dû faire plein de choses, travailler dans un restaurant. Mais je l'ai écrit il y a 5 ans, ce texte. Et, il est en train d'être joué là, à l'Espace Prévert aujourd'hui. Et j'avais très envie de parler d'une femme qui était dans un déclassement social, mais qui n'était pas forcément... Il n'y a pas que les moyens pauvres, si je veux dire, les middle class qui deviennent pauvres. Il y a aussi des gens qui sont ailleurs, qui ont eu de l'argent et qui ont perdu leur industrie, leur outil de travail. Donc et comment quelqu'un qui n'est pas effectivement complètement adapté au monde du travail, ou est-ce que le monde du travail n'était pas adapté à elle? C'est comme l'éducation nationale, elle n'a jamais été très à l'aise. Mais quand il y a des gens un peu différents, maintenant on donne des noms aux des pathologies psychiatriques, mais là ce n'est pas le cas du tout. Enfin, je ne pense pas. Donc je ne l'ai pas écrit et ce n'est pas autobiographique. Et on voulait tous savoir d'où vient l'idée de John, le chien empaillé. Ah, je ne l'ai pas dit, ça c'était une surprise. En fait... On en retrouve des chiens empaillés chez vous, hein? Oui, il y a un chien, du côté de l'été des Charognes aussi. Hein. Et le chien, c'est-à-dire qu'elle a eu un chien, le chien est mort, donc elle a fait empailler le chien, et le chien il s'appelle John Wayne. D'où vient l'idée? Mais d'où vient l'idée de ça? Moi mes parents ont eu des chiens, ils s'appelaient Ulysse et Roméo, c'était un peu autre chose. Mais là, son chien, elle l'appelle John Wayne. Et donc ensuite, elle l'empaille parce qu'elle n'a pas du tout envie de ne plus avoir de chien. Elle ne va pas prendre un John Wayne Doe, il n'y en a qu'un John Wayne. Mais John Wayne avait un chien qu'ils appelaient Duke et il l'emmenait tout le temps sur les tournages. Voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter sur le monde de... Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter sur le monde du travail? Eh bien, il est de plus en plus dur. Non, il est à la fois dur. Ouais, la question, elle est philosophique, c'est de se dire est-ce qu'on doit vivre pour travailler ou travailler pour vivre? Éternelle question, oui. Ouais. Est-ce que le travail, est-ce qu'on peut imaginer un monde autre que de passer notre vie finalement à se donner, à donner notre temps pour avoir de l'argent, pour un patron ou pas un patron? Mais est-ce qu'on ne peut pas envisager d'autres moyens de voir la société? Et à la fin je ne vais pas spoiler non plus la fin du texte, elle dit, mais moi j'ai envie d'inventer d'autres formes nouvelles d'échange, de troc, de pourquoi est-ce qu'on doit... Et puis c'est vrai, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait ne pas travailler pour vivre? Ou est-ce qu'il faut vivre en travaillant toute sa vie? C'est une vraie la question du travail qui est au cœur aussi de toute... Oui, parce que toutes vos œuvres, oui, pardon. Parce que une relation avec ton texte aussi, c'est que quand elle dit, elle fait un bilan de compétences. Alors quand même, c'est quelque chose, les bilans de compétences, si on les reprend au premier degré, pourriez-vous changer de lieu de vie? Alors il met un lieu de vie. Qu'est-ce que c'est un lieu de vie? Accepteriez-vous de gagner moins? Je ne gagne rien, je ne peux pas gagner moins que rien. Donc, elle est très premier degré, hein, tout est premier degré. Elle est premier degré parce que aussi la sémantique, les questions posées, c'est aussi... le bon sens. Oui, c'est le bon sens. C'est du bon sens. Je vous propose, parce que j'aimerais qu'on prenne le temps, avant de nous quitter, que vous présentiez vos livres. Je me tourne vers toi. Tu as choisi aussi un livre au nom de la classe. Est-ce que tu peux nous dire lequel tu as choisi et pour quelle raison dans cette thématique? Alors déjà, bonjour, je m'appelle Sarah. J'ai adoré vos livres et j'ai directement pensé en les lisant à un autre livre qui est assez connu, The Hate You Give de Angie Thomas, qui est disponible aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre très poignant qui se passe en Amérique, donc pareil sur les thématiques du paraître et de la précarité. On va suivre Star qui vit 2 vies complètement différentes, une dans sa banlieue assez pauvre, là où elle est une fille comme les autres, et une dans un lycée plus huppé, là où il n'y a que des gens qui n'ont rien à voir avec elle. Et un jour, elle se rend à une fête et tout dérape. Elle se retrouve avec son meilleur ami dans une voiture. Ils se font arrêter par un policier et son meilleur ami se fait tuer 2-3 balles dans le dos, sans aucune raison valable, bien évidemment.
Et ça chamboule toute sa vie. Elle essaie de garder la face au lycée pour que personne ne le sache, tout en voulant rendre justice à son meilleur ami. D'accord, tu nous as donné envie, ceux qui ne connaîtraient pas en tout cas, de lire Un ce film livre. aussi. Voilà, mais on peut préférer les livres aux films aussi. Bien On peut obligé de évidemment, taper tout bien de suite évidemment. le film. On peut se plonger dans le livre. Livre est mieux. Merci beaucoup pour ce choix. Julien, vous êtes armé avec quoi? Vous êtes venu armé avec quoi? Quel livre? Moi, je suis venu avec Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir. Rien que le titre, j'ai l'impression que c'est une aventure, mais qui dit quand même quelque chose de traverser la société et traverser l'hostilité du monde. C'est une autobiographie d'une actrice qui s'appelle Cookie Muller, qui était une actrice phare du cinéma de John Waters dans les années 70. Et elle raconte en 15 chapitres sa vie. Donc c'est très cru, il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de sexe. Elle raconte sa scène de viol, sa scène de l'accouchement, le jour où elle a été poursuivie par un serial killer dans le New Jersey. Mais ça parle surtout d'une femme libre qui, dans les marges, parce qu'on parle de marges aujourd'hui, s'est pourtant épanouie, parce que là on parle de l'underground en fait, new-yorkais des années 70 ou 80. Et pour moi, c'est éblouissant, c'est vertigineux, c'est magnifique. Elle a côtoyé les plus grands, elle a côtoyé Nan Golding, Patti Smith, elle a fricoté avec Jimi Hendrix. Et c'est un livre remarquable qui me hante depuis très longtemps. À partir de quel âge? Pour moi, il n'y a pas de... Il faut arrêter ces frontières d'âge. Pour les livres, chacun fait comme il veut. C'est une question de sensibilité. À partir de ceux qui veulent. Voilà, c'est un très bon âge, hein, ceux qui veulent. Je trouve que c'est un très bon âge pour commencer. Oui. Alors, Oui. moi, j'ai ramené L'établi de Robert Linard, qui est un classique. Enfin, un classique Alors, un de classique, 78, mais, ou ouais. 79, je ne sais plus, mais voilà. Je ne sais pas si aujourd'hui ça résonne chez les jeunes. Expliquez-nous, racontez-nous. Alors, pourquoi il est important de le lire. Robert Linard, en fait, quand il était très très jeune, il était étudiant, hein, donc il n'était pas très loin de vous. Il s'est infiltré dans une usine Citroën et où il est devenu ouvrier. Et c'est son témoignage, en fait. Il raconte comment il a vécu une année dans cette usine au contact des ouvriers. Évidemment, il avait un but secret caché, c'était de faire monter des grèves. Et j'ai pensé à ce livre pour deux passages qui m'ont beaucoup touchée pendant la lecture sur ce thème de paraître et apparaître. Le premier est qu'il raconte comme, évidemment, c'est une usine où les ouvriers travaillent à la chaîne. Donc, il y a une répétition et une violence physique quotidienne. Et donc, ils sont en bleu de travail. En fait, ils sont dans des habits pour travailler, quoi. Mais ils notent que lorsqu'ils sortent, ils font extrêmement attention à leurs vêtements et qu'ils sont très soignés. Et que finalement, dans ce cas, le paraître est une façon de se réapproprier sa dignité. Et j'ai trouvé ça très, très touchant, très beau. Et puis, il y a un autre passage à la fin du bouquin où là, les huiles, ce qu'on appelle les huiles, donc les ingénieurs, les cadres supérieurs débarquent pour faire des changements et eux arrivent en complet 3 pièces. Et en fait, cette différence de paraître laisse apparaître la différence de classe et la domination. Sylvain. Alors moi j'ai un peu triché, j'en ai 2. Eh oui, il y a toujours un tricheur dans toutes les classes. Donc j'ai De grandes espérances de Dickens. Bien Où, entendu. là on va vraiment suivre. Enfin, pour moi c'est un peu le premier roman que j'ai lu où ça parlait un peu de différences classes sociales et de changer de classe comme ça en fait. Donc là il y a Pip qui est apprenti forgeron qui se retrouve une fois par semaine chez une aristocrate un peu extravagante avec sa petite fille, et en fait il y a tout ce truc là en fait de lui, il quitte son monde une fois par semaine pour aller dans cette espèce de grosse bourgeoisie. Choc des Voilà. des classes, quoi. Et lui il va tout faire pour appartenir à ce monde là en fait, et c'est toute cette démarche là qui était que je trouve qui était absolument dans la thématique. Et après il y a Mes 14 ans, donc là en fait c'est Lucie Mikaelian qui a retrouvé son journal intime de quand elle avait 14 ans et qui en a fait un podcast puis une BD du coup avec Jeanne et Lisa. Et en fait, c'était juste pour montrer que malgré... Enfin, là, on parle... Très rapidement. On parle que de milieux difficiles et qu'en fait, même dans le milieu normaux, entre guillemets, en fait, ce truc d'apparence, c'est tout le temps là, en fait. Et là, l'adolescence, on y est à fond dedans. Bien entendu. Lise, Alors rapidement. oui, très rapidement. Alors moi, j'ai choisi un auteur qui a 400 ans, parce que l'année dernière, il y a donc eu un appel à texte pour Molière. C'était sa naissance il y a 400 ans. Jean-Baptiste Poquelin, collègue.
Et donc, oui, il faut aller vite. Ouais. Et donc, moi, je vous conseille Les Précieuses Ridicules. Mais se trouve Les Précieuses Ridicules pour le paraître, et il se trouve qu'avec Nathalie Rafal, on a adapté The Teenagers. On a adapté Les Précieuses Ridicules. Mais je conseille, évidemment, vous le connaissez, sur le paraître. Je raconte pas l'histoire, c'est court. Ah non, ils travailleront un petit peu aussi. Il faut les laisser découvrir quand même, lire Les Précieuses Vous Ridicules. découvrirez aussi notre adaptation des Précieuses Ridicules. Donc, il était déjà très contemporain de son époque, et encore aujourd'hui, Molière. Voilà. C'est fini ? Oui, vous avez été super, vous avez été top, vous avez été top. Qui bouquine 5 livres conseillés par la plateforme du Salon du Livre. Petit florilège de titres à découvrir sur Kibookin, paraître et apparaître. Liverpool sur Somme de Martine Pouchin aux éditions Thierry Magnier. Rosigny Zo de Chloé Wary aux éditions Flubelub. C'est beau de mentir de Catherine Grive aux éditions Sarbacane. Choquant quand les vêtements font parler d'eux de Philippe Nesman et Éléonore Cagneau de Rache, illustré par Mathieu Méron aux éditions Seuil Jeunesse. Genderflou de Tamos Le Thermos aux éditions Exemplaires. Et chez vous, qui bouquine ? Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur kibookin.fr. Allez, le café littéraire ferme pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Un grand merci à Noémie qui m'a aidé à préparer cette émission. Bon retour. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et on se retrouve demain. C'était un grand plaisir. Bye bye.